travailler sur quelque chose et vous êtes, je sais pas, hyper concentré. Les concepts, les principes, tout ce que vous voulez, tout ça, ça s'imbrique, ça va tout seul, et vous écrivez le code, et tout ça a du sens, et vous n'avez plus besoin de réfléchir, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, votre environnement, tout ce qui se passe autour de vous ne compte plus, vous êtes très très concentré, et vous êtes du coup très productif. Donc, cette zone, ce qu'on veut faire, c'est y rentrer et y rester le plus souvent possible. En tant que développeur, mais ça ne s'adresse pas qu'aux développeurs, il y a ces moments de productivité, et ces moments-là, malheureusement, il arrive qu'il y ait des interruptions. Interruption, c'est un collègue qui arrive, qui a une question, c'est votre client mail qui vous fait regarde-moi, tu vas recevoir quelque chose. Ou je sais pas, votre client Twitter, il y a tout un tas de choses qui se passent dans notre environnement, que l'on a volontairement ou pas, et qui nous interrompent. Ce qu'on dit, c'est que quand on a été interrompu comme ça, se remettre dans ce moment de productivité, dans cette zone, il faut 10 minutes en moyenne. Moi, personnellement, ça me prend un peu plus de temps. Il me faut m'échauffer pour me mettre dans la zone. Et donc 10 minutes, ça veut dire que chaque interruption, même si c'est toutes les demi-heures, c'est toutes les demi-heures 10 minutes de perdu. Donc, on se pose la question de l'environnement de travail. Et donc là, je présente deux environnements bien différents. Premier environnement à votre gauche, a priori idéal, des bureaux fermés, 2-3 personnes, développeurs ou autres par bureau, pas de nuisance sonore, visuelle. Les seules nuisances qu'on peut à la limite avoir, c'est ce qu'on a sur son bureau, de son poste de travail, et ça c'est gérable. Donc a priori l'environnement idéal. À droite, on a un grand open space, donc a priori l'environnement, le pire pour la zone, on voit tout le monde, ça bouge dans tous les sens, les gens parlent les uns aux autres, c'est très facile d'aller voir quelqu'un. Et pourtant, l'image de droite, c'est l'image des nouveaux locaux d'Atlassian à San Francisco. Donc je vous parle d'entrer dans la zone, et à Atlassian, on vous fait un peu tout ce qu'il ne faut pas pour empêcher entre guillemets nos développeurs d'entrer dans la zone. Tout simplement parce que je ne vous apprendrai pas que développer du logiciel, du soft, c'est pas une activité qui se passe avec un seul hacker dans un coin. C'est une activité hautement collaborative. Et c'est ça qui prime d'abord à Atlassian, on veut que la collaboration se passe. Collaboration entre les développeurs, mais entre les équipes de développeurs et de QA, de développeurs et de support, de développeurs et de marketing aussi. Donc on veut que tout le monde soit accessible de manière raisonnable. Alors comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour rentrer dans cette zone, pour avoir ces moments de concentration et de productivité? Je reviens un tout petit peu en arrière. Les locaux à Sydney et à San Francisco, un petit peu avant ceux qu'on a maintenant, on avait en gros une pièce par équipe produit, des équipes produits qui étaient de 10 à 15 personnes. Et donc c'est pareil, 10-15 personnes, on est facilement dérangé. Et donc ce qu'une équipe avait commencé à établir, c'était une plage horaire dans laquelle elle voulait absolument ne pas être dérangée. Donc dans cette équipe produit, ils avaient décidé que entre 1h et 4h de l'après-midi, il n'y aurait aucune interruption. On débranche les téléphones, on débranche les clients mail, on ferme la porte, on met ce panneau ne pas déranger, et c'est le moment où on se concentre. Le reste du temps, si on a besoin de faire des meetings, etc., on les prévoit en dehors de cette plage horaire. Je ne vous cache pas que la première semaine où ils ont fait ça, la porte a été fermée, ça n'a pas empêché les autres équipes de venir les voir, discuter, poser des questions, etc. Mais très vite, l'habitude a été prise, et très vite, les autres équipes ont copié le principe et ont établi ces plages horaires. Bon, si jamais ça ne marche pas, vous pouvez toujours prétendre des maladies ou des animaux domestiques un peu sympathiques. Là, vos
collègues hésiteront peut-être avant de passer la porte. Le problème, c'est que ça ne fonctionne plus dans les environnements qu'on a maintenant. On est grossi pas mal, les équipes sont de plus en plus grandes, et on a dû prendre des plus grands open space où on n'a plus un espace par équipe produit ou par équipe projet. Et donc, il fallait trouver une alternative, et l'alternative, c'est ce qu'on appelle le bouclier humain. En anglais, je l'appelle le bouclier humain en français, en anglais, on l'appelle le disturb. Donc en gros, dans chaque équipe, dans chaque groupe qui travaille sur un même projet, on définit une personne qui va être la personne dérangée, qui va empêcher que les autres soient dérangés. Si les autres travaillent, sont dans la zone, les personnes qui viendront, qui auront besoin de poser des questions, viendront s'adresser à cette personne désignée. Ça implique plusieurs choses. D'une part, cette personne doit être facilement identifiable. Clairement, si je ne sais pas qui est la personne à qui je dois m'adresser, je vais commencer, est-ce que c'est toi, trop tard, hop, sont sortis de la zone, 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, c'est de la productivité de perdue. Ça implique une autre chose, ça implique qu'on doit partager le code. On ne peut pas appliquer le bouclier humain si cette personne ne connaît pas l'ensemble du produit ou du projet sur lequel elle travaille. Si elle travaille sur une partie trop spécifique et qu'on ne partage pas le code, elle ne pourra pas répondre aux questions et à ce moment-là, on sera obligé de déranger quelqu'un d'autre. Même quand on partage le code, il arrive qu'on ait des spécialistes dans certains domaines, etc. et que les questions, on ne puisse pas y répondre tout le temps. Dans ces cas-là, on fait en sorte d'ouvrir un ticket. On utilise Jira, je ne vous le cache pas. Et donc à ce moment-là, on peut ouvrir un ticket Jira et la personne reviendra dans un temps plus adapté pour répondre aux questions. Cette personne, disturb, ou le bouclier humain, c'est une personne qui en général change tous les jours. Bon, on ne veut pas passer toute une semaine à être dérangé sans arrêt alors que les autres font du travail productif, c'est pas forcément très intéressant non plus. Petit retour sur terre, ça c'est quelque chose à faire pour chaque point. C'est un peu donner mon avis sur est-ce que c'est faisable, et puis par rapport à votre équipe, par rapport à vous, quel degré d'excellence ça va vous apporter. Donc 4 sur 5 en faisabilité, le disturb c'est quelque chose qui est assez facile à implémenter dans les équipes. Il suffit d'être assez strict, d'établir la règle, de communiquer sur la commune, c'est pas un problème. En excellence 2 sur 5, il faut établir ces moments où on peut être productif. Si on est interrompu sans arrêt, c'est pas la peine. On ne peut pas travailler en tant que développeur spécifiquement sans avoir des plages horaires sur lesquelles on n'est pas dérangé. On ne va pas produire du bon. Item numéro 2. Alimenter votre cerveau. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en IT, les choses bougent très vite. Il y a des nouvelles technologies, des nouvelles choses qui apparaissent tous les jours. Moi, j'ai commencé comme développeur Java sur la JVM, il y a un nouveau langage tous les jours. Donc il faut un peu se tenir au courant, savoir ce qui se passe, pas juste pour soi, mais aussi pour ses projets. Les nouvelles technologies, elles ne sont pas là juste parce qu'il faut une nouvelle technologie pour faire beau. Elles sont là parce qu'elles répondent à des besoins que vous avez peut-être sans avoir pu mettre le doigt dessus. Et donc, de garder votre esprit ouvert, c'est très important. Alors, comment on fait ça? Bon, on va à des conférences. Bon, il y a déjà une conférence, donc j'imagine que c'est quelque chose que potentiellement vous faites régulièrement. Mais tout le monde n'a pas forcément l'occasion, le temps d'aller à des conférences. Et puis il y a d'autres façons d'apprendre. Alors pourquoi pas organiser des sessions de dev. Donc à Atlassian, par exemple, régulièrement, les développeurs se retrouvent entre eux. On discute. Moi je veux apprendre Scala, tiens, moi je veux apprendre le développement iOS. Pas forcément des choses qu'on fait au sein d'Atlassian dont on a besoin au jour le jour,
Mais les développeurs se retrouvent entre eux, en général après le travail, passent 2 heures ensemble, trouvent des petits projets sur lesquels ils peuvent collaborer. Certains ont déjà un peu plus d'expérience que d'autres, apprennent aux autres, etc. Donc ça, par contre, tout comme toujours, ça demande un petit peu plus d'investissement. On n'est pas forcément libre après le travail. Voilà, certains ont des contraintes familiales, il faut aller chercher les enfants à l'école, etc. Donc il y a des alternatives. Organiser des brown bags. Brown bags, en anglais, en gros, l'idée, c'est sur l'heure de midi, l'heure de la pause déjeuner, et ben on va s'organiser des présentations, des mini-conférences. Une personne de l'équipe de l'organisation prépare un sujet, prépare une présentation sur un sujet technique. Les autres vont chercher un sandwich, quelque chose, peu importe, qu'ils apportent pour le déjeuner. Comme ça, ils en profitent pour manger devant la présentation et après on en discute. Bon, ça réclame toujours un effort, il faut qu'il y ait quelqu'un qui propose des sujets, qui se documente, s'imprègne du sujet lui-même, donc ça demande un peu du temps, d'investissement, quelque chose qu'on n'a pas toujours. Et donc, quand on n'a pas ce temps-là, il y a quelque chose qui est encore plus facile, c'est simplement, sur le même principe des brown bags, mais à ce moment-là, on regarde des vidéos de conférences. Il y a un nombre de conférences qui sont enregistrées en vidéo et qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Ça demande zéro effort, on trouve la technologie, on trouve la conférence qui nous intéresse, on se regroupe, 4, 5, plus, peu importe, on regarde ensemble la conférence et on en discute. On voit ce qu'on peut en retirer comme équipe, en tant qu'équipe. Est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse? Est-ce qu'on peut pousser le sujet plus loin? Et à ce moment-là, on pourra faire l'investissement si jamais on trouve qu'il y a un intérêt. Un petit retour sur Terre, la faisabilité 5 sur 5. Aller regarder une vidéo sur Internet sur le coup de midi avec ses collègues et en discuter, apprendre de nouvelles technos par ce biais-là, ou au moins avoir une introduction à ces nouvelles technos. Ça coûte pas cher. Excellence 2 sur 5. En IT, on n'a pas le choix. Il faut apprendre, rester au courant, savoir ce qui se passe. Idée numéro 3. Dites bon travail. Ça peut paraître un peu simpliste, comme ça. Mais je sais pas, posez-vous la question, quand est-ce qu'on vous a dit bon travail la dernière fois? Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la culture en France. Pour ceux qui ont peut-être eu la chance de travailler soit en Angleterre, aux US, moi j'ai travaillé en Australie, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup plus souvent. Good job, ça sort beaucoup plus facilement de la bouche d'un Anglais, d'un Américain, parce que voilà, ils reconnaissent le travail qu'on fait. En France, souvent, on a ces choses-là, quand un projet se passe bien, etc., on a un beau entreprise, on est un groupe d'une vingtaine, d'une cinquantaine, je ne sais pas, et puis voilà, il y a des félicitations d'un point de vue général. Moi, ça, c'est très bien, mais personnellement, ça me touche moins, parce que, voilà, on félicite le groupe, etc., les individualités, est-ce que moi, personnellement, j'ai vraiment aidé à ça? Est-ce que c'est moi qu'on me reconnaît, on reconnaît ma valeur, entre guillemets, dans l'équipe? Donc, ce qu'on propose dans cette idée, c'est reconnaître les petites choses de tous les jours. Par exemple, je me souviens d'une fois où j'ai dû installer, j'ai essayé d'installer un Oracle sous Linux parce que je devais tester un bug spécifique avec un des produits. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'installer Oracle sous Linux, c'est rigolo. Et donc, en gros, j'y ai passé un peu de temps, et puis au bout du compte, un collègue est venu m'aider, parce que lui, il avait déjà eu cette expérience-là. Il y avait quelques petits trucs et astuces à m'apporter. Et ça m'a vraiment enlevé une épine du pied. Il a passé 1 heure ou 2 avec moi, alors que, bon, il y avait d'autres choses à faire aussi. Hein, et là, voilà, ça, c'est ça qu'on veut, quand je dis des petites choses, ce genre de choses-là,
voilà, ça fait plaisir, il a vraiment été un petit peu, entre guillemets, au-delà de juste je suis le collègue et je bosse sur mon truc, toi tu bosses sur ton truc et c'est fini, quoi. Donc ça, on veut le reconnaître. La reconnaissance rendue publique, mais je vais un peu expliquer ça par ailleurs. Pour tout le monde, donc reconnaître le travail, les efforts, c'est pas seulement d'un manager vers le manager, c'est d'une personne d'une même équipe à une personne de la même équipe, ou d'une personne d'un département vers une personne d'un autre département. On travaille tous ensemble. Il y a toujours quelqu'un qui fait du bon travail d'une manière ou d'une autre. Ça doit être facile. Et là aussi, je vais un peu l'expliquer par ailleurs. Et ça ne doit pas avoir besoin d'autorisation. Tout ça, pour vous montrer un peu la façon dont on fait ça à Atlassian, on a établi ce principe de kudos. Alors kudos en anglais, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire bravo, félicitations. Et donc sur notre intranet, on a cette phrase sur la page d'accueil. Et simplement, quand on veut reconnaître les efforts, le bon travail de quelqu'un, on a ce lien où on clique et on peut dire, ben voilà, mon collègue un tel, il m'a aidé à installer, il m'a bien tiré une épine du pied parce que moi je galérais à installer Oracle sous Linux, il est venu m'aider. J'aimerais bien que voilà, je sois un petit peu reconnu, qu'on dise voilà, il a fait du bon travail. Et donc on clique sur ce lien et donc on enregistre, crée un ticket, Jira encore une fois. On utilise Jira un peu partout, hein. Je dois l'avouer. Et donc, ce ticket, en gros, ça va être après vu par l'équipe de ressources humaines qui se charge après de. J'ai mis un petit mot sur ce ticket. Tiens, merci pour le coup de main la dernière fois pour installer Oracle. Et HR va s'occuper de lui apporter une petite carte. Et en plus, je sais que le collègue, il aime bien soit aller au cinéma, soit une petite bouteille de vin, tout ça. Et on inclut le petit cadeau en même temps. Et le lendemain matin, sur son bureau, en arrivant, il aura cette petite carte avec cette petite bouteille de vin, cette place de cinéma. Et on aura vraiment montré que, voilà, c'est apprécié, les efforts qu'on fait au jour le jour sont appréciés. Ça, on peut le faire pour n'importe qui dans l'entreprise. On a le droit théoriquement de le faire 2 fois par an. Personne n'ira voir si vous le faites 3 fois. Et voilà. Et en plus, oui, donc la reconnaissance, ce que je disais, ça doit être public. Donc en plus, tous ces kudos, toutes ces actions, ces efforts sont visibles sur la page d'accueil de l'intranet. Donc tout le monde sait que voilà, mon collègue m'a vraiment aidé. Petit retour sur Terre. En termes de faisabilité, parce que bon, c'est vrai qu'on a une petite aide de notre. Pour inclure le département des ressources humaines, etc. Il faut un petit budget par rapport aux cadeaux, etc. À l'échelle d'une entreprise, c'est pas un gros budget, mais bon, il faut le négocier tout de même. Degré d'excellence, 3. Pour avoir été du côté donneur et receveur, ça c'est très agréable dans les deux sens. Parce que ça renforce les liens entre collègues, ça renforce l'aspect social, qu'on travaille en groupe, en équipe, même si on n'est pas dans la même équipe, justement. On peut être dans des départements différents et pour autant apprécier le travail que chacun fait pour l'autre. Idée numéro 4, Report Robot. Je ne sais pas si vous créez, écrivez beaucoup de rapports sur ce que font vos équipes. Voilà, combien de fonctionnalités vous avez fait, comment ça se passe dans l'équipe, ce genre de choses. Le collègue avec qui je travaille cette présentation me disait que dans une vie passée, dans une autre entreprise, il passait une demi-journée toutes les 2 semaines à créer le rapport pour son équipe, à dire voilà tout ce que mon équipe a fait, comment on a avancé sur telle ou telle chose, les performances, etc. Tout ça pour que son manager passe une demi-heure à lire. Et même s'il le mettait disponible pour les membres de son équipe, et qu'il y avait des informations intéressantes à l'intérieur, ces membres de son équipe ne le lisaient même pas. Donc ça fait une demi-journée qui passait
qui étaient gaspillés tous les 2 semaines, en gros, à écrire des rapports que personne ne lit. Atlassian, on fait un petit peu les choses un petit peu différemment. On collecte beaucoup de données. On collecte le temps passé. Alors, le temps passé, c'est le temps passé à développer une fonctionnalité, corriger un bug, le temps passé à faire tout un tas d'activités de développement. On collecte le nombre de fonctionnalités que l'on a développées tous les jours, semaines, mois. On collecte des informations sur les revues de code, le nombre de revues de code que l'on fait, mais aussi le nombre de bugs, de défauts qui ont été trouvés lors des revues de code, le nombre de builds que l'on passe, ceux qui sont cassés, combien de temps ils mettent, la performance des serveurs de test, la vélocité évidemment au sens agile du terme, mais on ne s'arrête pas là. On s'arrête pas là. En marketing, on collecte des données sur le nombre de ventes, le nombre d'évaluations, le trafic sur les pages du site web, le nombre de publicités que l'on affiche, le nombre de publicités qui ont été cliquées. En support, on collecte des données aussi sur le nombre de tickets de support qui ont été créés, qui ont été résolus, la satisfaction des clients par rapport à ces tickets, le temps de réponse. En ressources humaines, on collecte des données sur le nombre de postulants que l'on a pour chaque offre d'emploi, le nombre d'entretiens téléphoniques que l'on fait passer, le nombre d'entretiens téléphoniques que les clients, les candidats ont passé avec succès. Et tout ça, toutes ces données, peu importe de quel département elles arrivent, d'où elles arrivent, elles vont toutes dans une et même grosse base de données. Ce qui fait que tout un chacun à Atlassian a accès à cette base de données. Et n'importe qui sait écrire du SQL, des requêtes pour cette base de données, peut créer des rapports. À Atlassian, on a de la chance, à peu près 70% des gens qui savent écrire du SQL. Si on fait partie des 30% des gens qui ne savent pas écrire du SQL, ça existe. À ce moment-là, il y a une personne qui est quand même en charge de cette base de données, qui est en charge aussi d'aider à la création de ces rapports. Ces rapports, après, donc, on les retrouve naturellement dans Confluence, dans notre intranet. Et ces rapports, ce sont des rapports de données en live, en direct. On n'a pas besoin de réactualiser les rapports. On crée le rapport une fois, et après, toutes les semaines, on a son rapport. Tous les mois, on voit le rapport, on a les informations. On n'a pas besoin de le recréer. Il est là une fois, les données sont collectées, le rapport est visible, disponible sur l'extranet, sur l'intranet. Le problème de l'intranet, c'est qu'après, il faut aller voir le rapport. Il faut qu'on se retrouve dans le même truc, même problème qu'avant. On crée un rapport, mais bon, s'il reste caché, non visible, les gens ne vont pas forcément aller le voir. Et c'est là qu'on utilise ce qu'Alistair Coben appelait les radiateurs d'information. Bon, c'est en anglais qu'il l'appelait, mais c'est une traduction à peu près. Et donc, à Atlassian, chaque équipe a en gros 2-3 écrans disponibles dans son espace de travail sur lequel ils peuvent afficher des rapports sur les données qui sont collectées. Et donc, typiquement, une équipe de dev aura au moins un de ces écrans avec la vélocité, le nombre de bugs, voilà, dans quel sprint on est, ces informations. Notre équipe de système interne qui gère notre instance extranet a un écran spécifique avec les performances de notre système. Les équipes de support ont tout un tas d'informations sur Twitter, leur ticket de support et d'autres informations. Donc ça fait que ces informations sont disponibles en permanence à l'équipe qui en a besoin, mais aussi sont disponibles à n'importe qui vient voir cette équipe, qui interagit avec cette équipe. Donc on rend vraiment cette information visible et on a tout automatisé. Petit retour sur Terre, en faisabilité, 2 sur 5. Simplement, on a à Atlassian quand même la chance d'avoir une personne dédiée à cette base de données, dédiée à la collecte des données, donc qui aide à mettre en place toutes ces informations de collecte, et puis à la création de rapports. Excellence 4 sur 5.
D'après nous, avec la science, c'est extrêmement important de mesurer, savoir où on en est, savoir où on va, en mesurant. C'est comme ça on peut prendre un pas de recul sur ce qui s'est passé et savoir avoir des informations sur ce qu'on a bien ou moins bien fait. Eat your own dog food. Je ne vais pas trop le traduire. J'ai mis un peu la traduction, mais c'est un petit peu compliqué à traduire. Donc imaginez que vous êtes un industriel qui fait de la nourriture pour chien. Vous allez évidemment la faire tester par des chiens pour voir qu'il fait quelque chose qui est bon, qui satisfasse vos clients. Pourquoi pas tester vous-même. Attention aux résultats potentiels. Bon, c'est un petit peu pour la plaisanterie sur ce coup-là, mais Eat Your Own Dog Food, c'est important. Eat Your Own Dog Food, pardon. C'est quoi? C'est de l'alpha testing. Donc soyez autant que possible les premiers utilisateurs, les premiers clients de ce que vous construisez. Juste pour la petite info, l'image qui est là, c'est l'image du pub où on a retrouvé l'iPhone 4, si je me souviens bien, d'Apple avant qu'il soit sorti. Pour montrer qu'il n'y a pas que nous qui faisons du dogfooding, Apple, clairement, utilise ses produits avant tout le monde pour les tester dans des cas d'utilisation réelle. Et Eat Your Own Dog Food, ça permet de comprendre vraiment votre client, de vous mettre à sa place. Si vous n'utilisez pas vos produits, vous manquez une partie de ce que vous pouvez faire. Vous ne savez pas comment, au jour le jour, vos clients vont réagir face à telle ou telle fonctionnalité. Des fois, ça arrive que on pense, voilà, il faudrait que je travaille sur les performances, parce que je sens que l'application, là, les performances, c'est pas ça, donc on va mettre les performances dans la roadmap. Alors que le client, lui, tout ce qu'il voulait, c'était que on s'occupe de cette fonctionnalité parce que ça lui prend 3 clics pour faire cette opération, mais cette opération, il a fait 100 fois par jour. Si on arrivait à simplifier ça, et si on avait utilisé le produit et qu'on faisait cette opération nous-mêmes 100 fois par jour, peut-être qu'on se serait dit, tiens, oui, les 3 clics là, j'ai fait ça en un clic, ça me fait d'autant moins de clics et ça augmente ma productivité. Et mes clients vont peut-être en être contents aussi. Alors attention, Eating Your Dog Food, ça peut faire mal, dans le sens où l'idée c'est de mettre des versions alpha. Donc c'est pas les versions finies de vos produits, c'est dès que vous avez quelque chose qui est présentable, vous le mettez entre guillemets en production dans votre organisation. Donc d'une part, il risque d'y avoir un peu plus de bugs, mais c'est bien, parce que vous êtes les premiers à avoir les bugs, et vos clients ne vont pas les voir. Et d'autre part, vous allez mettre les fonctionnalités dans les mains de vos collègues, et s'ils sont à moitié aussi grands que mes collègues, vous allez savoir si vos fonctionnalités elle est sympa ou pas. Je peux vous l'assurer. Mais c'est génial, c'est exactement ça. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est des retours rapides. Voilà. Si ça marche pas, si la fonctionnalité que j'ai faite, elle est pourrie, qu'on me le dise tout de suite, et comme ça, au moins, le client final, lui, il n'aura pas vu ça, et je peux retravailler dessus. C'est ça qu'on veut. Pour la petite histoire, quand on a sorti Confluence 4, on avait fait un gros pari. On voulait supprimer le wiki markup. Donc Confluence, c'est un wiki. Et donc là, on avait beaucoup d'utilisateurs pour qui supprimer le wiki markup, c'était hors de question. Moi, le premier. J'étais développeur, je sais que le wiki markup, je ne voulais pas de l'éditeur graphique WYSIWYG, etc. On a fait du dogfooding de ce nouvel éditeur qui est sorti en Confluence 4. Il est resté pendant plus de 6 mois en dogfooding en interne. Parce que, à chaque fois, on n'avait pas la bonne version. À chaque fois, il y avait des choses. Et quand, au bout de 6 mois, on a réussi à convaincre tout le monde qui utilisait que le wiki markup avant que cet éditeur était aussi bon, sinon meilleur, là, on s'est dit, c'est bon, on est prêt, on peut sortir le nouvel éditeur. Et au final, la plupart de nos clients étaient satisfaits de ce nouvel éditeur. Bon, il y a toujours des détracteurs, mais ça,
il faut qu'ils apprennent. Mais on l'aurait sorti sans faire de dogfooding, ça nous aurait sans doute coûté quelques clients, clairement. Donc c'est très très important. Retour frontière sur le dogfooding. En termes de faisabilité, je mets deux. Je mets deux simplement parce qu'Atlassian c'est facile. On fait des outils, on développe des produits qui sont destinés aux développeurs, on est développeurs. Si on ne faisait pas de dogfooding, à la limite, on pourrait nous jeter des pierres, on n'a rien à dire. C'est donc pas forcément quelque chose que vous pouvez imaginer au jour le jour, mais pensez, il y a peut-être des départements dans votre organisation qui peuvent être votre premier testeur. Ou peut-être que vous avez des clients très proches qui veulent bien être votre premier testeur. Il y a peut-être des façons de travailler autour de ces petites problématiques. Degré d'excellence, 5 sur 5. En tant que développeur, avoir un retour immédiat, rapide sur les fonctionnalités qu'on développe, c'est ça qu'on demande. Pour que le client final, lui, ait la fonctionnalité finie, et pas la fonctionnalité qu'on pensait être finie. Faites une journée spéciale. On a tous des choses pas forcément marrantes dans notre backlog, un petit peu comme dans la vraie vie. Hein, enfin, la vraie vie. Je ne pose pas de backlog dans la vraie vie. Mais, le bureau qu'on devrait arranger un petit peu, ce rendez-vous chez le dentiste qu'on devrait prendre depuis plus d'un an, ou la visite aux beaux-parents. J'ai rien contre mes beaux-parents, je préfère préciser à chaque fois, mais... donc l'idée c'est que ça, dans notre backlog, on a des tâches qu'on peut assimiler à ce genre de tâches aussi. Et donc l'idée c'est, pour une journée, on va oublier le sprint. On va faire une journée spéciale. Alors, je vais vous donner un exemple ou deux de ce qu'on peut faire par exemple à Atlassian. On fait ce qu'on appelle des dog sprints. Qui est développeur dans la salle? Donc, gardez la main levée. Et maintenant, qui aime écrire la documentation? Ça, vous pouvez tous la baisser presque. Il y en a un ou deux quand même. Il y en a toujours un ou deux qui restent. Mais donc, voilà, les développeurs, on a des problèmes avec la documentation. Et pourtant, on est bien placé pour écrire la documentation. A priori, on a écrit les fonctionnalités. On a testé à peu près tous les cas d'utilisation, etc. Donc on doit connaître la fonctionnalité de fond en comble. On n'est peut-être pas les meilleurs pour écrire du texte qui est compris par l'utilisateur final, mais la fonctionnalité, on la comprend. Donc on a la chance d'avoir des tech writers, comment j'ai écrit en français, rédacteurs techniques, pardon, à Atlassian. Et ce qu'elles font, ou ce qu'ils font, c'est que de temps en temps, ils organisent des dog sprints. Donc ils préparent des points de la documentation qui a besoin d'attention ou des nouvelles fonctionnalités qui vont avoir besoin d'être documentées, et on réunit un groupe de développeurs autour des rédacteurs techniques, avec les rédacteurs techniques, et pendant une journée, on va s'atteler à cette documentation. On fait en sorte que ces journées soient sympas, on va tous les midis au resto ensemble, ou alors nos rédacteurs techniques, il y en a pas mal qui adorent le chocolat, donc ils font des journées à thème chocolat, etc. Mais pendant une journée, on attaque de front cette journée de documentation. En tant que développeur, ça change du sprint. On est tous dans la même salle, autour d'une table et tout, donc on peut discuter un petit peu tranquillement, mais on avance, on progresse sur la documentation. Autre idée, le build test. Ça ne dure même pas une journée, mais vous avez tous des moments où il y a besoin de tester vraiment les produits et de les stresser un petit peu. Et donc avec nos équipes de QA, ce qu'elles font, c'est qu'elles préparent des environnements de test, préparent les suites de tests, préparent un peu quelques scénarios, toutes les données dont on va avoir besoin pour le test. On prend un groupe de développeurs et pendant 2-3 heures, on va chercher le maximum de bugs qu'on a pu oublier dans telle ou telle fonctionnalité.